Monsieur le Président de l'École de formation des enseignants, chers professionnels de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, chers collègues, chers étudiants, chacun en vos titres et qualités, l'Institut d'administration scolaire de l'Université de Mons, dirigé par le professeur Demeuse, a le grand plaisir de vous proposer aujourd'hui une conférence de Steve Bissonnette et Marie Boquillon. Alors, qui sont nos conférenciers ? Monsieur Steve Bissonnette est professeur à l'université TÉLUC, au département d'éducation. Alors, avant de devenir chercheur, il a été enseignant et puis il a travaillé aussi dans une équipe de direction dans des écoles élémentaires, secondaires, ainsi que dans un centre de jeunesse. Alors, il s'intéresse aux travaux sur l'efficacité de l'enseignement et des écoles, à l'enseignement explicite, à la gestion efficace des comportements, ainsi qu'aux approches pédagogiques fondées sur des données probantes. Monsieur Bissonnette est le premier chercheur québécois dont les travaux portent spécifiquement sur le soutien au comportement positif. Il pourra nous en reparler durant la conférence. C'est un modèle de gestion des comportements dont l'efficacité a été démontrée. Alors, le professeur de la TÉLUC a prononcé plus de 700 communications en éducation et a participé à la rédaction de plus de 80 publications sur le thème de l'efficacité de l'enseignement et des écoles. Marie Boquillon est titulaire d'un bachelier d'institutrice primaire, d'un master en sciences de l'éducation et d'un doctorat en sciences psychologiques et de l'éducation. Marie Boquillon fait partie d'une équipe en charge de la formation des futurs enseignants inscrits à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, qui sont nombreux aujourd'hui dans la salle, et elle dispense également des formations continues dans les écoles. C'est dire si elle est impliquée dans le terrain de la formation initiale et continue. Alors, ces travaux de recherche portent sur la formation initiale et continue des enseignants, l'éducation fondée sur des données probantes et l'enseignement explicite. Son travail de thèse portant sur l'enseignement explicite a été lauréat du prestigieux prix Philippe Mestat, décerné par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur. Elle a également effectué un séjour postdoctoral de 3 mois au Québec, visant à étudier l'implantation et les effets du soutien au comportement positif. Elle mène des projets et des réflexions avec des contacts internationaux, que ce soit de France, de Portugal, des États-Unis, du Canada ou d'Australie. Elle a présenté de nombreuses communications et rédigé aussi de nombreuses publications sur le thème de l'efficacité de l'enseignement et des écoles. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble de ces travaux sur le site www.enseignementexplicite.be. Alors, avant de leur céder la parole, j'aimerais introduire cette conférence avec une réflexion et partager cette réflexion avec vous. Chaque enseignant, chaque formateur a la nécessité de recourir à différentes, si je me rapproche c'est peut-être un peu mieux, à différentes stratégies d'enseignement pour gérer finalement les contenus et les comportements de ses élèves. Pour faire cela, il peut être influencé par un grand nombre de choses, et un grand nombre de choses nous influencent. Ça peut être finalement l'avis de collègues, ça pourrait être des formateurs, ça pourrait être les parents d'élèves qui ont souvent des recommandations à nous proposer. Ça pourrait être notre souvenir de nous en tant qu'élèves, des films, des livres, des revues professionnelles, des méthodes pédagogiques, donc des ouvrages pédagogiques, Internet, des sites de partage entre enseignants et aussi les réseaux sociaux. Bref, nous voilà face à une multitude d'informations. Pourtant, cette situation n'est pas si confortable. Finalement, on pourrait se dire, c'est bien, il y a plein de choses, et puis ils picoront un peu à droite, à gauche. Mais finalement, les choses ne sont pas si simples que ça, car tout ne se vaudrait pas en éducation. En effet, il y a des pratiques, des stratégies d'enseignement qui reposent sur des recherches scientifiques et d'autres qui sont plus de l'ordre, soit de la croyance, de la tradition, des effets de mode, et j'ajouterai parfois même des produits marchands. L'enseignement explicite est une de ces stratégies
qui repose sur des recherches dont l'efficacité a été démontrée. C'est ce que nous présenteront nos deux collègues dans un instant, contrairement à d'autres. Et par exemple, ici, la pyramide de l'apprentissage, si ce qui est dit est vrai, je vous invite à sortir de la salle parce que vous ne retiendrez que 5% de la présentation qui va suivre. Autant aller voir un film, vous retiendrez 4 fois plus. Il existe donc des pratiques qui seraient plus pertinentes, plus éthiques et plus efficaces que d'autres, et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble avec nos deux intervenants. Permettez-moi encore de faire un petit détour sur cette notion d'efficacité qui va traverser la conférence. Qu'est-ce qu'on entend par efficacité ? Si on ouvre un dictionnaire et qu'on regarde ce que veut dire être efficace, c'est atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Oui, mais quel objectif ? Est-ce que l'objectif, finalement, c'est de sélectionner les meilleurs ? Ou est-ce qu'il y a un autre objectif en éducation ? La question est là. Quand on parle d'efficace, si on ne dit juste que c'est efficace, on ne dit pas, finalement, ce que l'on juge comme étant efficace. En éducation, j'estime qu'on a de la chance, parce que vous allez voir que la définition de l'efficacité est liée, intrinsèquement liée à la notion d'équité. Bloom, de manière générale, nous dit que les sociétés modernes optent pour le développement éducatif d'un plus grand nombre de personnes, et ce type de société, qui est la nôtre, ne peut pas seulement sélectionner des talents, mais elle doit les développer. À partir de là, ça reste quand même très vague, et on va essayer d'opérationnaliser un peu son idée, et c'est ce qu'il propose. Et pour cela, il propose que ce que l'on appelle une stratégie efficace doit rassembler 3 effets. Oui, d'une certaine manière, ça doit permettre une forme d'élévation de la moyenne. Dit autrement, il faut que les élèves apprennent. Mais ce n'est pas suffisant. On peut faire réussir très bien que les meilleurs en ne nous occupant pas ou peu des élèves qui auraient des difficultés. On pourrait dire que c'est ça la notion d'efficacité. Ce n'est pas ce que propose Bloom, et ça c'est important. Ce qu'il propose aussi, c'est qu'il y ait une réduction des écarts entre justement les meilleurs élèves et les élèves ayant plus de difficultés. Donc on essaie finalement de progresser tous ensemble, et il va plus loin en nous disant qu'il faudrait qu'il y ait une diminution du lien entre l'origine sociale des élèves, s'ils sont bien nés ou moins bien nés d'un point de vue socio-économique, et leurs résultats. Et on sait qu'en Belgique francophone, comme dans d'autres systèmes éducatifs, ce problème est majeur. En effet, chez nous, l'ascenseur social, on peut dire qu'il est en panne. Les élèves venant d'un milieu socio-économique plus défavorisé ont beaucoup plus de chances d'avoir des difficultés dans leur scolarité et de réaliser des apprentissages inférieurs. Un enseignement efficace est donc équitable. Au-delà de la définition, ce que ça veut dire finalement, au-delà de la définition un peu mathématique, c'est que c'est l'idée d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des compétences permettant une émancipation personnelle et sociale, je pense par exemple à la lecture, dans différents domaines d'études, comme la lecture, l'écriture et les sciences. Alors, une fois qu'on est d'accord, qu'on s'entend sur cette définition, on peut aller essayer de la mesurer et s'intéresser un peu justement aux acquis de nos élèves, notamment en Belgique francophone, et je vais faire pour cela un bref détour avec les études Pearls et PISA, dont la dernière conférence justement portait sur les études Pearls. Brièvement, l'étude Pearls, en Belgique francophone et dans d'autres systèmes éducatifs, s'intéresse aux élèves de 4e primaire et évalue finalement leur niveau en lecture. À gauche, vous avez les résultats des 25% des élèves les plus défavorisés en Belgique francophone. À droite, les 25% les plus favorisés. Si on regarde la légende, 18%, donc près de 1/5, de ces élèves sont sous le niveau bas, ce qui ne représente que 1% des élèves plus favorisés. Ce n'est pas tout. 41% seraient d'un niveau bas contre 10% des élèves plus favorisés, ce qui nous montre bien finalement le lien, ici au niveau de la lecture, en 4e primaire, les élèves ne sont plus dans le décodage, ils savent lire des textes de plusieurs pages. Le lien entre l'origine sociale et les résultats à l'heure actuelle en Belgique. Autre étude, c'est l'étude PISA, qui prend maintenant les élèves à 15 ans. On pourrait se dire finalement peut-être que ça a du mal à démarrer, mais après ça va mieux. Eh bien non. C'est ce que nous montrent ici les résultats. Si on regarde l'écart entre les élèves défavorisés et favorisés,
finalement, il est égal à celui des élèves qui sont en retard ou à l'heure. On pourrait se dire que c'est une seule étude qui nous montre ça. Ce n'est pas le cas. Si on regarde l'écart, encore une fois, entre les élèves plus favorisés et défavorisés au niveau de l'étude Pearls, on voit que de 2011 à 2021, ce qui fait 10 ans, cet écart est constant. Aussi bien, l'ascenseur est en panne et on ne l'a pas réparé. Aussi, l'iniquité de l'enseignement, c'est un sujet que l'on ne peut éviter. Et nos collègues, ici, vont justement nous montrer ces recherches qui ont pu faire mentir un peu les statistiques, c'est-à-dire qui nous ont permis de réduire ces écarts et d'augmenter les résultats des élèves sur des savoirs importants pour leur émancipation sociale. Alors, la conférence qui va nous être présentée par les conférenciers repose sur un grand nombre de recherches et j'ai le plaisir, si pas même l'honneur aujourd'hui, de pouvoir vous annoncer que Marie Boquillon, avec ses collègues et moi-même, avons rédigé un ouvrage, Enseignement explicite, pratique et stratégie. Alors, comme son nom l'indique, il porte sur l'enseignement explicite. Pourquoi ? Pour les raisons que je viens d'évoquer avant, parce que ça pourrait être une piste de solution pour rendre notre système éducatif plus équitable. Et pratique et stratégie, ça montre bien que c'est un livre qui sera à la fois, il y a une partie théorique, entendons-nous, ça repose sur un certain nombre de recherches, mais surtout pratique. Finalement, l'enseignement explicite, comment on le met en œuvre ? Marie Boquillon, dans sa partie aujourd'hui, reviendra justement sur la manière de mettre en œuvre cette démarche, bien sûr, en l'adaptant au contexte, au public que l'on a. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire de manière mécanique, mais au contraire avec tact. Et donc ce livre présente un ensemble de gestes professionnels soutenus par la littérature. Et les gestes professionnels, c'est le cœur du métier d'un enseignant, puisque chaque enseignant, dans sa classe, au quotidien, met ensemble un certain nombre de gestes. Et certains peuvent être plus pertinents, impactants, intéressants, soutenants que d'autres. Enfin, j'ai aussi l'honneur de présenter un deuxième ouvrage, cette fois-ci rédigé par notre collègue Steve Bissonnette en collaboration avec Clermont-Gauthier, qui synthétise finalement leurs recherches et leur longue expérience. Et vous voyez qu'à côté, il y a le référentiel de l'enseignement explicite au Maroc, parce que nos deux collègues ont travaillé pour soutenir la réforme de la formation, enfin une réforme de l'éducation au Maroc qui est mise en place actuellement. Et dans un ouvrage, ils ont repris finalement les stratégies qui sont utilisées dans le cadre de cette formation. Alors, j'ai été un peu long et je ne serai pas plus long. J'ai le plaisir de céder la place à Steve Bissonnette. Alors, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça doit bien aller. Vous avez déjà remarqué mon accent allemand? Alors, nous allons vous parler naturellement d'enseignement explicite. Si on regarde rapidement le plan de la présentation de ce soir, quelques mots sur le contexte actuel et les différents enjeux auxquels on fait face. Ensuite, pour pouvoir relever certains défis que je vais vous présenter, il importe d'utiliser des stratégies dont l'efficacité a été rigoureusement montrée, ce que l'on appelle des données probantes. Ensuite, je vais vous présenter l'effet de l'enseignant sur la réussite des élèves en salle de classe, l'effet école. Par exemple, on vient tout juste de voir que les élèves qui proviennent de quartiers défavorisés, en général, ont tendance à moins bien réussir que ceux qui proviennent de milieux mieux nantis. Mais heureusement, cette règle-là ne s'applique pas toujours. Il existe des écoles dans des quartiers pauvres où le rendement des élèves est égal, voire même supérieur à des écoles de milieux mieux nantis. Donc, il y a de l'espoir. Et c'est important de le savoir, mais la question intéressante, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans des établissements qui reçoivent un public qu'on pourrait appeler vulnérable. Et ensuite de ça, le thème de l'enseignement explicite sera repris par la collègue Marie, et elle pourra vous présenter non seulement ce que c'est, mais aussi comment le tout se déroule ici, à Mons, avec les étudiants. Voilà, donc l'ouvrage de Marie est un excellent complément
à ce que nous avons fait au Québec. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux ouvrages, mais ce que l'on retrouve de particulier dans cet ouvrage-là, c'est qu'il y a toute une dimension sur l'auto-évaluation, prendre du recul par rapport à soi-même à partir d'un référentiel en enseignement explicite, ce que l'on ne retrouve pas dans notre ouvrage à nous, et ce que nous, on a rédigé pour le Maroc, se veut complémentaire, puisqu'on retrouve toute une dimension dont Marie et ses collègues traitent moins, c'est-à-dire ce qu'on appelle la gestion du curriculum, ce qu'on pourrait appeler le quoi enseigner. Alors, quelques enjeux actuels. La pandémie COVID a créé dans la majorité des pays sur le globe des retards scolaires importants auprès des étudiants. La mise en place de l'enseignement virtuel n'a pas donné les résultats escomptés. C'est-à-dire qu'on constate dans la majorité des enquêtes internationales qui ont été publiées sur les effets des écoles virtuelles et de la COVID, montrent que l'ensemble des élèves accusent des retards, mais que la performance entre les élèves plus faibles et ceux plus forts s'est accentuée de façon assez importante, un peu partout sur le globe. L'autre problématique qui a aussi été créée par la pandémie, c'est la motivation scolaire. Chez nous, au Québec, lorsque les écoles ont recommencé à avoir un semblant de normalité, beaucoup d'adolescents ont choisi de ne pas revenir à l'école. Parce que chez nous, le marché de l'emploi est extrêmement florissant. Donc, beaucoup d'adolescents ont décidé d'aller directement sur le marché du travail et non pas d'obtenir une qualification quelconque. Heureusement, d'autres sont revenus. Mais on se préoccupe de façon importante de leur motivation. D'une part, vont-ils demeurer à l'école et seront-ils en mesure d'aller chercher une qualification quelconque? Donc, c'est un aspect important. La dernière dimension, c'est le comportement des élèves. Si vous êtes en salle de classe, vous avez probablement vu les impacts de la COVID sur les comportements des élèves. Chez nous, l'Institut national de santé publique a fait une recension d'écrits sur les impacts de la COVID et de l'enseignement virtuel sur les comportements des élèves. À travers le monde, ils ont répertorié 14 études et je n'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. La première mauvaise nouvelle, ils ont constaté une augmentation considérable des problèmes de comportement de nature extériorisée, c'est-à-dire hyperactivité, déficit d'attention, violence, intimidation, agressivité, une montée fulgurante de ce type de comportement-là un peu partout sur le globe. L'autre mauvaise nouvelle, c'est une augmentation également considérable, à peu près de la même envergure, des comportements de nature intériorisée, c'est-à-dire stress, anxiété, dépression, problèmes de santé mentale, absentéisme chronique. Donc, on se retrouve avec des élèves qui ont des problématiques de plus en plus importantes, ce qui occasionne pour les enseignants un défi considérable en termes de gestion de classe et en termes de gestion de comportement. Donc, quand on se retrouve devant des enjeux comme ceux-là, pour être capable d'identifier les meilleures pratiques à mettre en place pour faire face à de tels défis, on se doit d'utiliser ce que l'on appelle des données probantes. C'est-à-dire, quand on parle de ce type de données-là, on fait référence à des pratiques de prévention ou d'intervention qui ont été validées par une certaine forme de preuve scientifique par opposition aux approches qui se basent sur les traditions, les conventions, les données ou les croyances non scientifiques. Un article qui est publié dans le journal quotidien en éducation n'a pas la même valeur scientifique que lorsque c'est publié dans une revue arbitrée par les pairs comme Review of Educational Research. Donc, à partir du moment où on veut prendre des décisions éclairées et d'avoir un minimum de certitude que la pratique que je vais utiliser est susceptible d'améliorer soit le rendement des élèves, soit le comportement, soit leur motivation, c'est-à-dire les différents défis auxquels on a fait face, c'est important de s'inspirer de la recherche. Pour qu'un papier en éducation soit utile pour répondre à des questions d'efficacité, il doit y avoir, à l'intérieur du papier que je lis,
3 ingrédients. D'abord, quelqu'un qui cherche quelque chose. Ça s'appelle un chercheur. Un endroit où la personne cherche, ça s'appelle une classe. Et des personnes dans la classe, ça s'appelle un enseignant et des élèves. Si le papier que je lis ne contient pas ces 3 ingrédients-là, il n'a aucune valeur pour répondre à des questions d'efficacité. Un texte de Philippe Pernoud sur sa vision du développement des compétences, c'est un texte d'opinion. C'est un texte argumentatif, mais ça n'a rien à voir avec la recherche. Donc, à partir du moment où j'ai dans le papier que je lis mes 3 ingrédients, quelqu'un qui cherche quelque chose, il est au bon endroit, il est dans une classe et il y a des gens dans la classe, c'est-à-dire un enseignant et des élèves. Le premier niveau de recherche, selon Ellis et Fouts, qui sont 2 chercheurs au Tennessee, aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle au niveau 1 des recherches descriptives. Je vous donne un exemple de ça. Dans les années 60, aux États-Unis, des chercheurs sont allés en classe, autant au primaire qu'au secondaire, et les chercheurs, lorsqu'ils ont rencontré les élèves, ils ont mesuré l'estime, l'image et la confiance en soi des élèves. Ensuite, ces mêmes chercheurs-là ont regardé le rendement de ces mêmes élèves-là en lecture, écriture, mathématiques. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Les élèves forts, lecture, écriture, mathématiques, niveau d'estime, image, confiance en soi, élevé. Malheureusement, l'inverse. Élèves faibles, lecture, écriture, mathématiques, estime, image, confiance en soi, peu élevé. En 2023, là, ce n'est vraiment pas une grande découverte. Mais vous comprendrez que dans les années 60, ça a été une découverte importante. Les chercheurs ont décrit un phénomène et ils nous ont dit qu'il semble y avoir un lien entre l'estime d'un élève et son rendement. Quand la recherche a été publiée vers la fin des années 60, certains chercheurs audacieux ont dit « Ah oui, il y a un lien entre l'estime et le rendement. Nous, on croit qu'on devrait mettre sur pied dans nos écoles des programmes pour stimuler l'estime de soi. Et on pense qu'en faisant cela, nous allons améliorer leur rendement. » Je vous ferai remarquer que ce n'est pas ce que la recherche a dit. La recherche a dit qu'il y a un lien entre 2 variables. C'est ce qu'on appelle une corrélation en statistique. Mais laquelle des variables représente la cause et laquelle représente l'effet? La seule façon de le savoir, c'est mettre en place une recherche de 2e niveau, donc une recherche comparative ou une recherche expérimentale, comme celle que l'on fait en médecine. Donc, si on veut savoir si l'estime de soi améliore le rendement, on met en place une recherche où, dans un groupe d'élèves, on installe un programme pour stimuler l'estime de soi, et dans un groupe comparable, parce qu'on se doit de comparer des pommes avec des pommes, on continue l'enseignement usuel. On prend des mesures en début d'année, à la fois sur l'estime de soi et à la fois sur le rendement pour s'assurer que les 2 groupes sont équivalents, et on reprend des mesures en cours de route et à la toute fin. Et là, à la toute fin, on regarde, est-ce que ceux qui ont reçu un entraînement à l'estime de soi améliorent leur rendement comme on le pensait au début. Quand le tout a été fait au début des années 70, voici ce que nous avons découvert. Ce n'est pas en améliorant l'estime d'un élève qu'on améliore son rendement. C'est en améliorant le rendement qu'on améliore l'estime de soi d'un jeune. Pourquoi? Parce que l'estime de soi, elle est construite sur la base de preuves. Même si je dis à un élève qu'il est beau et gentil, s'il obtient 40 à son évaluation, il ne croira pas qu'il est beau et gentil, il va croire qu'il a 40 %. Donc, au 2e niveau, c'est ce que moi j'appelle un test de réalité. On pense que telle pratique peut améliorer telle chose. Soyons aussi rigoureux en éducation que nous le sommes en médecine. Testons-le, vérifions le tout. Mais ce qui est encore mieux que le niveau 2, c'est le niveau 3. Le niveau 3 est semblable au niveau 2, sauf qu'au lieu de tester mon intervention dans 2 groupes, je la teste dans une multitude de classes, auprès de publics variés, des élèves de milieux riches, des élèves de milieux pauvres, des élèves en difficulté, des élèves plus performants. J'essaie d'avoir un échantillon beaucoup plus large au niveau de mon intervention. Et si les résultats positifs sont toujours au rendez-vous, j'aurais le goût de dire « Wow! Si moi j'emploie la même chose dans ma classe, les probabilités que ça donne des bons résultats sont élevées puisque le tout a été essayé non seulement à petite échelle, mais aussi à large échelle et auprès d'un public varié. » Donc, si on veut répondre à des questions d'efficacité en éducation, Ellis et Fouts nous recommande minimum recherche de niveau 2, idéalement niveau 3. Si on décide de travailler de cette façon-là, ça à quoi nous sommes confrontés, et c'est très conservateur ce que je vais vous dire, il y a dans la langue anglo-saxonne, qui est la langue de la recherche sur le globe, environ 100 000 recherches publiées tous les ans. Environ.
Donc, aucun chercheur est capable de suivre ce que l'on appelle l'évolution des connaissances. C'est la raison pour laquelle a été créé en recherche ce que l'on appelle la méta-analyse. Qu'est-ce que c'est? Un chercheur va décider d'étudier toutes les recherches de niveau 2 et 3 qui ont été faites, par exemple, sur telle méthode d'intervention ou d'enseignement auprès de tel type d'élèves entre telle année et telle année. L'avantage pour moi d'aller lire une méta-analyse, vous comprendrez que ça va m'éviter d'aller lire des dizaines, voire des centaines d'études. Quelqu'un l'a fait à ma place et va me dire quelles sont les grandes tendances que l'on observe. Sauf que il y a tellement eu de méta-analyses de publiées entre 1976 et nos jours, que maintenant, on assiste à la production de ce qu'on appelle des méga-analyses, c'est-à-dire une synthèse de méta-analyse. Mais c'est la même chose. Si j'ai l'occasion de mettre la main sur ce type de recherche-là, ça va m'éviter d'aller lire des milliers d'études. Quelqu'un l'a fait à ma place et va me dire quelles sont les grandes tendances que l'on observe. Donc, si on désire être rigoureux, minimum recherche de niveau 2, idéalement niveau 3, et lorsque disponible, utiliser des méta-analyses et des méga-analyses. Pourquoi les recherches de premier niveau, les recherches essentiellement descriptives, ne peuvent pas être utilisées? Parce que le point de vue des acteurs, parfois, est erroné. Et je vous donne un exemple concret. Le collègue Pascal Bressou a publié dernièrement une étude qui a été réalisée dans l'Académie de Grenoble auprès de plus de 1000 élèves, donc avec des élèves de 4e et 5e année à l'élémentaire. Ils ont implanté, pour l'enseignement des mathématiques, le recours au logiciel Scratch. Et donc, il y avait des groupes qui expérimentaient Scratch, qui ont été formés par les conseillers pédagogiques, et il y avait des classes où l'enseignement des mathématiques se poursuivait comme le tout a toujours été réalisé. Et à l'intérieur de cette étude-là, ils ont eu la bonne idée de demander à ceux qui expérimentaient Scratch comment les enseignants trouvaient l'utilisation de cette application-là. Et voici ce que Pascal nous révélait alors qu'il était déjà ici avec nous à Mons en 2019, si ma mémoire est bonne. Il nous dit, selon l'avis des enseignants, le dispositif fait preuve d'une bonne acceptabilité, il favorise la motivation des élèves, il favorise l'acquisition du sens des opérations et finalement, il favorise également l'engagement des élèves qui sont en difficulté. Donc, globalement, le point de vue des acteurs, il est extrêmement positif. Donc, si la recherche s'était arrêtée là, on aurait tendance à dire, eh bien, les enseignants nous donnent des commentaires positifs, on devrait donc généraliser l'utilisation de cette application-là à l'ensemble de l'Académie de Grenoble. Regardez bien les résultats qui ont été obtenus. Toutes les mesures, sans exception, ont montré des effets négatifs. Négatifs. Donc, c'est la raison c'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Ce n'est pas parce que je crois que quelque chose est efficace que le tout est réel. D'où l'importance de mesurer rigoureusement l'effet d'une pratique sur les élèves. Le point de vue des acteurs, bien qu'il puisse être intéressant, n'est pas suffisant pour être capable de bien identifier des pratiques qui sont efficaces et celles qui le sont moins. Et Pascal racontait lors de sa venue qu'il devait même dire au recteur de l'Académie « Arrêtez de faire la promotion de cette application-là » parce que le recteur disait « Oui, mais les enseignants aiment ça. Oui, mais les élèves échouent. » On ne fait pas la promotion d'une pratique qui peut être agréable pour ceux qui l'utilisent, mais qui provoque l'échec du côté des élèves. Alors, voilà l'importance d'utiliser des données probantes. Autre théorie aussi qui, malheureusement, est enseignée, non pas ici à Mons, mais dans d'autres facultés d'éducation. Parfois, on dit aux enseignants, lorsqu'on enseigne, c'est important de respecter le style d'apprentissage de l'élève. Visuel, auditif, kinesthésique, écoutez-moi bien, 18h36, aucune recherche de niveau 2, 3, méta-analyse, méga-analyse, publiée jusqu'à ce soir, a montré que lorsqu'un enseignant essaie d'enseigner selon les styles d'apprentissage, qu'il améliore le rendement des élèves. Aucune. En fait, c'est le contraire. Moins tu t'occupes de cela, mieux cela est. Pourquoi? Parce que lorsqu'on enseigne, ce n'est pas en fonction des styles d'apprentissage qu'on doit se questionner, c'est en fonction du contenu. Quand on enseigne, par exemple, le cours d'activité physique,
Lorsqu'on veut apprendre aux élèves le basketball, de leur placer un ballon dans les mains, même si c'est très kinesthésique, c'est probablement la meilleure façon d'apprendre le sport. Hein? Quand on enseigne la lecture en première année, de montrer la lettre, nommer la lettre et le son produit par la lettre, même si c'est un petit bout visuel et auditif, c'est probablement la meilleure façon d'apprendre le code écrit. Quand on enseigne les mathématiques comme moi, d'utiliser la stratégie concret, semi-concret, abstrait, même si c'est un petit bout kinesthésique parce que j'utilise des réglettes, et ensuite de ça, je parle, donc un petit bout auditif, et que je le montre aux élèves, c'est visuel, c'est probablement la meilleure façon d'apprendre un concept mathématique. Donc, quand un enseignant se questionne en fonction du contenu, là, ça fonctionne, mais ça n'a rien à voir avec Pierre, Jean et Jacques, visuel, auditif, kinesthésique. Donc, théorie fumiste, et si la dernière synthèse qui nous dit « Arrêtez de perdre votre temps avec ce genre de théorie-là », vous avez l'adresse à l'écran où vous pouvez télécharger gratuitement cette synthèse de recherche-là. Je n'ai pas terminé. Ensuite de ça, les intelligences multiples d'Howard Gardner. Et ça, moi, c'est en plein dans mon rayon. J'ai enseigné au département de psychologie et de psychoéducation au tout début de ma carrière universitaire à l'âge d'environ 50 ans. Nous, comme enseignants, on rit de cette théorie-là. On dit aux enseignants, n'allez pas mettre le tout en place dans vos salles de classe, ça ne tient même pas la route sur un plan strictement théorique. On sait depuis des lunes en psychométrie que lorsqu'un psychologue évalue l'intelligence d'un de vos élèves avec le test le plus populaire qui s'appelle le Wechsler, quand le psychologue va fouiller dans le guide qui accompagne le Wechsler, il va être capable de découvrir qu'il existe une corrélation, c'est-à-dire un lien statistique entre l'intelligence verbale et non verbale autour de 0,45. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il existe un facteur général d'intelligence. Or, nous avons un hurluberlu qui malheureusement enseigne à Harvard. Et ce monsieur-là nous dit qu'il n'y a pas seulement 2 types d'intelligence, il y en a 8, peut-être en inventera-t-il une 9e cette semaine. Et elles sont toutes indépendantes les unes des autres. Écoutez, elles ne peuvent pas être indépendantes. Une centaine d'années de travaux sur les tests psychométriques nous ont montré une corrélation de 0,45 entre le verbal et le non-verbal. Or, 18h39, aucune recherche rigoureuse de niveau 2, 3, méta-analyse, méga-analyse publiée jusqu'à ce soir a montré que lorsqu'un enseignant essaie d'enseigner selon les types d'intelligence, qu'il améliore le rendement des élèves. Et le comble du comble, vous l'avez à l'écran. Gardner, qui est l'auteur de cette théorie-là, qui a été publiée au début des années 80, a accordé à Robert Sternberg, qui enseigne à Yale, une entrevue qui a été transcrite dans l'ouvrage que vous avez à l'écran. Et en page 169, là, ce n'est pas Bissonnette qui critique, là, M. Gardner nous dit « Je dois admettre que ma théorie n'est plus valide. » Le monsieur nous dit « C'est parce que je me suis trompé. » Je me suis trompé? Combien de millions d'enseignants sur le globe ont été formés avec de telles sottises? C'est des millions! Si on me l'avait demandé, ça aurait été un petit peu plus rapide que ça, là. Mais écoutez, ça n'a aucun sens en 2023 d'enseigner de telles sottises. Et moi, j'ai des collègues qui me disent « Oui, mais j'aime cette théorie-là. Je suis désolé, on n'en a rien à cirer de ce que tu aimes. Ton boulot, c'est de présenter aux enseignants ce qu'il y a de mieux pour être capable de faire réussir les élèves, compte tenu des différents défis que j'ai présentés, des problèmes comportementaux qui augmentent, des problèmes de motivation, des retards scolaires. J'espère qu'on va mettre la théorie des intelligences multiples et des styles d'apprentissage aux poubelles et qu'on va amener ça le plus loin possible de nos écoles, là. C'est assez. On se doit d'être aussi rigoureux en éducation que nous le sommes en médecine. On prend appui sur des données probantes. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on manque d'enseignants partout. Nous sommes dans un contexte de pénurie partout. Chez nous, au Québec, actuellement, 1 enseignant sur 2 quitte la profession dans les 5 premières années dans certains coins du Québec. Au baccalauréat, 40% des étudiants commencent leur formation et ne la terminent pas. 40%. Oui, mais si je te présente des stratégies qui sont inefficaces, quand tu te retrouves en stage et que tu essaies de mettre en œuvre ces stratégies-là et tu constates que c'est de l'échec, quel est le danger? C'est de se dire, finalement, c'est moi qui ne comprends pas, c'est moi qui ne le fais pas de la bonne manière, donc je pense que je devrais faire autre chose que d'enseigner. C'est assez. Le Québec, pour une fois, prend une décision intéressante, comme la France l'a fait,
nous allons créer un Institut national d'excellence en éducation, comme le Conseil scientifique en France, pour être capable de présenter aux enseignants les meilleures stratégies pour faire face à différents enjeux. Alors, aucune preuve de ça. Maintenant, revenons sur certains de nos enjeux que j'ai présentés au tout début. Est-ce que vous avez déjà, ceux qui sont en classe, remis un premier bulletin aux parents? C'est déjà fait? OK. Quand moi, j'étais directeur d'école au secondaire, j'avais un malin plaisir, lors de la remise du premier bulletin, de me promener et de porter attention à ce que mes enseignants mentionnaient aux parents. Et ça m'est arrivé à de nombreuses reprises d'entendre plusieurs de mes collègues dire à des parents, « Monsieur, madame, si votre garçon était plus motivé dans mon cours, il réussirait davantage. » Est-ce que c'est la motivation qui amène le rendement de l'élève ou est-ce que c'est le rendement de l'élève qui amène une motivation? Pour répondre à cette question-là, Frédéric Gay, qui enseigne à l'Université Laval, a fait une enquête pour essayer d'identifier, un peu comme l'estime de soi et le rendement, qu'est-ce qui cause quoi? Donc, c'est une étude qui a été réalisée en mathématiques auprès d'élèves du primaire, où ils ont mesuré la motivation intrinsèque de l'élève, c'est-à-dire la motivation intérieure et non pas la motivation extrinsèque. Et ensuite, ils ont regardé le rendement de ces élèves-là en mathématiques. Donc, les chercheurs voulaient savoir, lorsqu'on mesure la motivation intrinsèque, si l'élève a un niveau de motivation intrinsèque élevé, est-ce que la motivation prédit le rendement de l'élève en maths? Et on pourrait dire inversement, un élève dont on mesure la motivation intrinsèque, si la motivation n'est pas très élevée, bien, le risque d'obtenir un rendement faible augmente. Donc, première hypothèse. Ou est-ce que c'est l'inverse? Le rendement de l'élève prédit le niveau de motivation. Donc, si un élève performe bien, on pense que son niveau de motivation intrinsèque sera élevé, et le contraire, si l'élève ne performe pas bien, bien, son niveau de motivation risque d'être bas. Voici ce que les chercheurs ont trouvé. La motivation intrinsèque ne prédit pas le rendement d'un élève. C'est le rendement de l'élève qui prédit sa motivation intrinsèque. Donc, ce que les chercheurs nous apprennent, ce n'est pas parce que les élèves ne sont pas motivés qu'ils ne réussissent pas à l'école. C'est parce qu'ils ne réussissent pas à l'école qu'ils ne sont pas motivés. On ne peut pas être motivé intrinsèquement dans un contexte où j'échoue. C'est pas possible. Bon, oui, il y a des gens qui aiment ça souffrir, je le conviens. Mais lorsqu'on est un être normal, on déteste se retrouver dans un endroit où je vis de l'échec. Donc, quelle est la meilleure façon de motiver un élève? C'est tout simplement de provoquer sa réussite. Et quand je dis provoquer sa réussite, c'est de mettre en place les meilleures pratiques pour que le rendement de l'élève augmente. Donc, souvent les gens me disent, oui, mais Steve, cette recherche-là, elle a été faite seulement en mathématiques et auprès d'élèves primaires. Est-ce qu'on a autre chose qui va dans le même sens? Évidemment que Steve y a pensé. Donc, on a, dans ce cas-ci, une méta-analyse qui a été réalisée pour la lecture à partir des tout-petits jusqu'en 12e année, c'est-à-dire la fin du secondaire. Et les chercheurs ont constaté exactement la même relation. La motivation intrinsèque est un piètre prédicteur du rendement d'un jeune en lecture. C'est le rendement d'un élève en lecture qui prédit son niveau de motivation. Alors, maintenant, motivation et persévérance scolaire. Oui, c'est important que l'élève soit motivé, mais on souhaite qu'il obtienne un diplôme ou une qualification quelconque. L'Institut de la statistique du Québec a publié récemment une étude fort intéressante. Sous le titre « Obtenir un diplôme avant l'âge de 20 ans, une analyse ancrée dans une perspective des parcours de vie ». Ils ont suivi une cohorte d'élèves à partir du primaire jusqu'à la fin du secondaire pour essayer d'identifier parmi différents facteurs lequel est le plus prédictif de l'obtention d'un diplôme d'études à la fin du secondaire. Et voici ce que les chercheurs nous disent. Les résultats montrent que parmi un ensemble de facteurs individuels, familiaux et institutionnels, mesurés à différentes étapes de la scolarisation, le retard et le rendement scolaire sont les prédicteurs les plus robustes de la diplomation en 7 ans. Donc, l'obtention d'un diplôme est reliée aux résultats.
Si un élève est en situation d'échec, a connu l'échec ou qu'il anticipe l'échec, les probabilités de quitter l'école sans l'obtention d'un diplôme augmentent. Mais si l'élève est en situation de réussite, les probabilités d'obtenir un diplôme augmentent de façon considérable, et ce, même si l'école est plate à mourir. OK? Donc, quand on pense que le décrocheur, c'est celui qui a un quotient intellectuel de 150 et qu'il trouve l'école plate, c'est ce qu'on appelle un film de Walt Disney. Ce n'est pas la vraie vie. On quitte l'école parce qu'on anticipe l'échec, nous sommes en situation d'échec ou nous avons connu l'échec dans le passé. Donc, à partir des différents ingrédients que je viens de présenter, la réussite représente le moteur de l'estime de soi, de la motivation et ensuite de ça, de la persévérance scolaire. À qui doit-on faire attention dans nos écoles? Ce n'est pas l'élève qui est performant. Hein? Comme enseignant, là, on doit faire acte d'humilité. Des élèves qui n'ont pas besoin de nous à l'école. Un élève qui est premier de classe, peu importe ce que vous allez faire, il va apprendre. La compétence enseignante, c'est faire apprendre celui qui n'apprend pas seul. C'est ça, un enseignant qui est compétent. Or, qui n'apprend pas seul? L'élève moyen, l'élève à risque et surtout nos élèves en difficulté. Quand on parle d'élèves en difficulté, sans faire les coins ronds, on pourrait identifier deux grandes catégories d'élèves en difficulté. Il y a ceux de qui on se rappelle le soir, c'est-à-dire les élèves qui ont des problèmes de comportement, et il y a ceux qui ont des difficultés d'apprentissage. Si vous avez un petit peu d'expérience, vous avez probablement déjà constaté qu'en général, l'un ne va pas sans l'autre. Il y a un chercheur aux États-Unis qui s'appelle Hinshaw, qui en 92 nous a dit ceci. 80% des élèves qui ont des problèmes comportementaux ont des problèmes en lecture. 80%. Inversement, 75% des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ont des problèmes d'habileté sociale. Nous savons cela depuis plus de 30 ans. Mais à ce jour, nous ne savons pas qu'est-ce qui cause quoi. Est-ce que ce sont les difficultés comportementales qui amènent des problèmes d'apprentissage et de lecture, ou est-ce l'inverse, les difficultés de lecture et d'apprentissage qui amènent des problèmes d'habileté sociale? Mais il y a quelque chose que l'on sait toutefois. Pour être efficace, on doit travailler autant sur l'un que sur l'autre. Ce n'est pas un ou l'autre, ça doit être un et l'autre. Donc, à partir de ce que je viens de présenter, les réussites et les succès sont ce qui précède l'estime, la motivation et la persévérance. On va aller voir maintenant quel est l'effet de l'enseignant et de l'école sur cette réussite-là, puisque c'est le premier domino qui, une fois abaissé, enclenche son effet sur les autres facteurs. Donc, à l'intérieur de l'ouvrage de Marie, on retrouve certaines recherches qui présentent l'effet de l'enseignant sur la réussite. On a présenté la même chose dans des ouvrages antérieurs et il y a une convergence de résultats. J'ai publié à ce sujet-là, en 2019, un article sous le titre « Les enfants des milieux socio-économiques défavorisés sont-ils massivement condamnés à l'échec scolaire? » Et la majorité des recherches que je vais vous présenter se retrouvent dans cet article-là. Vous pouvez le télécharger gratuitement à l'adresse que vous avez à l'écran. Alors, les recherches les plus intéressantes pour mesurer l'effet de l'enseignant sur la réussite des élèves, c'est ce que l'on appelle des Quality Teacher Research. Ce sont des recherches où, par exemple, les chercheurs comparent la progression d'élèves sur une année scolaire. Aux États-Unis, dans beaucoup d'États, les élèves, en début d'année, doivent compléter une épreuve standardisée pour être capable de mesurer ce qu'ils connaissent déjà en début d'année. Et on repasse la même épreuve standardisée à la toute fin de l'année. Et là, on est capable de mesurer les progrès qui ont été réalisés entre le début de l'année scolaire et la fin de l'année scolaire. Or, à public comparable, Dylan Williams et d'autres ont constaté qu'il y a des enseignants qui amènent leurs élèves à un niveau de progrès nettement plus élevé dans certaines classes que dans d'autres. Avant de vous présenter ces résultats-là, petite mise en garde. Il se pourrait que les résultats soient extrêmement troublants. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils nous montrent que l'effet enseignant, il est présent et fortement important. Voici les conclusions de ce type de recherche-là. La seule chose qui compte vraiment, c'est la qualité de l'enseignant. Dans les salles de classe des meilleurs enseignants, donc ce sont ceux qui font le plus progresser leurs élèves sur une année scolaire, les élèves apprennent 2 fois plus vite que dans les salles de classe des enseignants moyens. Ils apprennent en 6 mois
ce que les élèves enseignés par les enseignants moyens mettent 1 an pour apprendre. De plus, dans les salles de classe des enseignants les moins efficaces, le même apprentissage prendra 2 ans. Ensuite, dans les salles de classe des enseignants les plus efficaces, les élèves issus de milieux défavorisés apprennent tout autant que ceux issus de milieux favorisés et ceux qui ont des difficultés de comportement apprennent autant que ceux qui n'en ont pas. Est-ce que l'enseignant peut faire une différence? C'est extrêmement clair. Et c'est une excellente nouvelle. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir également un effet école? Et là, je vais faire un petit détour par les écoles efficaces. J'ai publié là-dessus en 2006, 2013 et 2019. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une école efficace? C'est une école ou des écoles qui sont situées dans des quartiers défavorisés, dont la performance scolaire des élèves rejoint ou surpasse celle d'élèves qui proviennent de milieux mieux nantis. Ces écoles-là existent et en voici la preuve. 2 collègues à moi, Pierre Collerette et Gilles Pelletier de l'Université du Québec en Outaouais, ont tenté de vérifier le lien entre la défavorisation des établissements scolaires et le pourcentage d'élèves vulnérables aux examens de fin primaire, chez nous c'est ce qu'on appelle la 6e année, aux épreuves ministérielles. Chez nous, à la toute fin de l'année scolaire au primaire, en 6e année, les élèves doivent compléter 3 évaluations qui ont été préparées par le ministère, tout le monde en même temps, la même épreuve pour tous. Une épreuve standardisée en lecture, une en écriture et une en mathématiques. Les collègues Collerette et Pelletier considéraient qu'un élève était vulnérable lorsque sa moyenne aux 3 épreuves était de 69 % et moins. Donc, l'enquête qu'ils ont menée, c'est dans 11 commissions scolaires, ce qui est un peu l'équivalent des académies en France. Donc, c'est un territoire sur lequel il y a différentes écoles et une administration pour gérer ces établissements-là. Donc, au total, 288 écoles primaires ont participé à l'étude. 15 000 élèves ont réalisé les différentes épreuves standardisées dont je parle. Les points que vous avez à l'écran représentent les 288 écoles. Donc, les chercheurs ont mis en lien le pourcentage vulnérable dans chacun des établissements avec l'indice de défavorisation de chacune des écoles. Chez nous, au Québec, les élèves qui sont dans différentes écoles publiques, et non pas le privé, public, l'école se voit attribuer une cote de défavorisation. Et plus le nombre attribué est élevé, plus l'école est susceptible d'accueillir dans ses murs des élèves qui sont vulnérables. Donc, si par exemple, un élève ou des élèves se retrouvent dans une école extrêmement défavorisée, on pourrait s'attendre à ce que le pourcentage d'élèves vulnérables soit très élevé. On se retrouve dans une école très riche, le pourcentage d'élèves vulnérables devrait donc être beaucoup plus bas. Si la relation était parfaite, ce qu'on appelle une corrélation de 1, tous les points ou toutes les écoles seraient alignées sur la diagonale. Or, c'est loin d'être le cas. Regardez du côté du soleil. Là. Regardez ces écoles-ci. Là. C'est difficile d'être plus pauvre que ça. Là. Quand on descend la ligne pour savoir quel est le pourcentage d'élèves vulnérables dans ces établissements-là, c'est autour de 20 %. Regardez dans des écoles nettement, mais nettement plus riches. Là. Regardez le pourcentage d'élèves vulnérables. C'est 60 %. Il y a 3 fois plus d'élèves vulnérables là que là. Est-ce que l'école peut faire une différence? Ça ne peut pas être plus clair que ça. Et la corrélation est faible, c'est autour de 0,22. Et dans la majorité des enquêtes qui ont été faites au Québec et même sur le globe, la corrélation en général entre la défavorisation et la réussite des élèves des écoles publiques dépasse rarement 0,25, 0,30, ça commence même à être rare. Donc, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Les écoles qui accueillent des élèves vulnérables sont capables d'amener ces élèves-là non seulement à un niveau de rendement tout à fait comparable à des écoles de milieux mieux nantis, mais nettement mieux dans certains cas. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est comment explique-t-on le succès de ce type d'établissement-là? Le succès est expliqué par le personnel qui se trouve à l'intérieur de ces établissements-là. Et quand je parle du personnel, je parle de l'équipe de direction, je parle des enseignants eux-mêmes et les différents services qui sont offerts aux élèves, psychologues, éducateurs spécialisés, etc. Donc, quand on prend le temps de rencontrer les membres du personnel de ce type d'établissement-là, on s'aperçoit que le personnel a des croyances ou des principes qui guident leurs actions. Les gens pensent que tout élève est capable d'apprendre si les conditions sont appropriées. C'est ce qu'on appelle en anglais « high expectation ». Les attentes sont élevées
envers les élèves qui sont devant nous. Ce n'est pas parce qu'ils proviennent de milieux défavorisés qu'on ne peut pas les faire réussir. Donc, dans ce type d'établissement-là, nous n'entendons pas. J'ai enseigné à son frère, j'ai enseigné à sa sœur. Là, j'ai le petit dernier qui me semble avoir plus de problèmes que les deux premiers. Je pense qu'il n'apprendra pas grand-chose avec moi cette année. Non. La barre est haute. Nous allons faire de notre mieux pour faire réussir la majorité des élèves, idéalement tous les élèves qui sont devant nous. Donc, première croyance. Deuxième croyance, les écoles efficaces assument la responsabilité des résultats de leurs élèves. Si ces résultats sont mauvais, elles n'en imputent pas la faute aux élèves ou à leur environnement. Elles se questionnent sur comment on peut faire pour améliorer les choses. Les résultats ne sont pas au rendez-vous, on ne cherche pas de coupable. On ne se dit pas, est-ce que tu as rencontré les parents? Tu vas tout comprendre. Non. On ne cherche pas de coupable. On relève les deux manches et on se pose la question, qu'allons-nous faire pour que les choses s'améliorent? Et le dernier principe, il est en rouge parce que c'est le plus important des trois. Plus le personnel au sein de l'école travaille en collaboration et harmonise ses pratiques, plus l'école est efficace. Donc, à partir du moment où de bonnes pratiques se retrouvent non seulement dans une classe, mais dans l'ensemble des classes de l'école, à ce moment-là, on passe de ce qu'on appelle un enseignement efficace à une école qui devient efficace. Or, les recherches réalisées sur le terrain confirment cette hypothèse-là. Les études avec observation directe, c'est-à-dire là où on est allé s'asseoir les deux fesses dans les classes, ont montré que les écoles efficaces ont majoritairement des enseignants qui enseignent efficacement. Donc, les pratiques dont Marie va vous parler tout à l'heure, quand on se retrouve dans des écoles de milieux défavorisés qui ont du succès, on constate que ces pratiques-là ne sont pas seulement dans la classe de Pierre, ils sont généralisés dans la majorité des classes de cet établissement-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut harmoniser à l'intérieur d'une école? On peut harmoniser la gestion de comportement, la gestion des apprentissages et la gestion du curriculum. Ce sur quoi nous allons nous centrer ce soir, c'est sur la gestion des apprentissages, mais les deux autres dimensions sont également importantes. Mais compte tenu du temps que l'on a, on va se centrer uniquement sur gestion des apprentissages. Le modèle que l'on devrait utiliser lorsqu'on veut harmoniser des pratiques à l'intérieur d'un établissement scolaire, c'est le modèle de réponse à l'intervention. C'est un modèle d'organisation de service pour lequel on a une tonne de données probantes. Donc, qu'est-ce que ce modèle-là nous dit? C'est d'abord un modèle qui a été développé aux États-Unis par un chercheur qui s'appelle Walker en 1993 en Oregon. Et ce modèle-là, actuellement, est utilisé partout aux États-Unis, non pas par choix, mais par décret de loi dans les 110 000 écoles. Et au Canada, on l'utilise à peu près partout dans toutes les provinces canadiennes. Et il commence de plus en plus à être utilisé un peu partout dans les pays qui sont industrialisés. Qu'est-ce que ce modèle-là nous dit? Quand on met en place auprès de l'ensemble de nos élèves des pratiques dont l'efficacité a été montrée rigoureusement, à quoi peut-on s'attendre réalistement? On peut s'attendre à ce qu'environ 80 des élèves fassent les apprentissages prévus. Ça veut donc dire que malgré le bon boulot de l'enseignant, ce n'est pas vrai que 100 des élèves vont faire les apprentissages prévus. Ça reste une moyenne. Donc, dans certaines écoles, ça peut être un peu plus. Dans d'autres écoles, ça peut être un peu moins. Mais ce que la recherche nous dit, c'est, en général, 8 sur 10 vont faire les apprentissages prévus. Si on se parle du comportement, 8 sur 10 vont se comporter comme on le désire. Ça veut donc dire qu'il va nous rester un pourcentage d'élèves non négligeables qui ont besoin non seulement du bon boulot de l'enseignant, mais ils ont aussi besoin de plus que ça. Donc, on va devoir, au deuxième niveau, fournir ce qu'on appelle des interventions supplémentaires. Donc, plus d'occasions d'enseignement-apprentissage. Mais pour que le tout soit efficace, l'intervention doit être ciblée. Donc, on doit savoir qu'est-ce que les élèves maîtrisent, qu'est-ce qu'ils ne maîtrisent pas, et nous allons travailler avec les élèves sur ce qu'ils ne maîtrisent pas. À partir du moment où on fait ça, on peut en aider un pourcentage supplémentaire. Mais il nous restera, malgré tout, un pourcentage d'élèves dont les difficultés sont persistantes. Donc, il se pourrait que certains élèves aient des problèmes de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie. Donc, à ce moment-là, on se retrouve au troisième niveau et à ce moment-là, on va se parler de plan d'intervention, de mesures adaptatives. Mais ce qui importe de conscientiser, c'est que tout le modèle repose sur le premier palier. Plus le premier palier est solide,
ce que mes propres résultats de recherche ont montré, c'est qu'on se retrouve avec moins d'élèves qui ont besoin éventuellement d'intervention de deuxième palier, et plus le deuxième palier est solide, moins on se retrouve avec des élèves qui ont des besoins de troisième palier ou de troisième niveau. Alors, on n'a pas la prétention, ni Marie et ni moi, de vous présenter tout ce qui existe sur l'enseignement explicite. Compte tenu du temps restreint qui nous est donné, on a choisi de présenter quelques éléments à l'intérieur de la présentation de ce soir. Donc, on va focaliser notre attention uniquement sur l'enseignement explicite au niveau de l'enseignement des contenus, donc tout ce qui favorise l'apprentissage. Donc, je vais d'abord vous montrer la base de connaissances qui existe sur l'efficacité de cette méthode d'enseignement-là, et ensuite, je vais demander à Marie de vous présenter le tout dans le détail. D'abord, l'enseignement explicite n'a pas été développé sur la base de témoignages ou d'opinions de monsieur ou de madame une telle. Pour être capable de bien comprendre comment cette méthode d'enseignement-là a été développée, la première des choses qui a été observée, c'est des recherches descriptives. C'est-à-dire que dans les années 60 et 70, les chercheurs sont allés en salle de classe et ont comparé les pratiques entre deux groupes d'enseignants. Des enseignants qui avaient été qualifiés d'être efficaces. Comment ont-ils mesuré l'efficacité des enseignants? Toujours sur la base des progrès des élèves, comme je l'ai raconté tout à l'heure. Et ensuite, des enseignants qui, malheureusement, étaient moins efficaces, pour essayer de repérer quelles sont les pratiques qui sont utilisées par les enseignants qui font le plus progresser leurs élèves. Et donc, ils ont été en mesure d'identifier plusieurs de ces pratiques-là qui étaient fortement corrélées avec le rendement de ces mêmes élèves-là. Donc, recherche descriptive. Mais ce n'est pas encore suffisant pour qu'on puisse qualifier le tout d'une preuve solide qui nous encouragerait à utiliser les mêmes pratiques en salle de classe. Qu'est-ce qui a été fait par la suite? Implantation d'études expérimentales. Donc, qu'est-ce qui s'est fait? On crée deux groupes d'enseignants. Un groupe d'enseignants avec lequel nous allons les entraîner à utiliser les bonnes pratiques qui ont été répertoriées au premier niveau de Listen Fast, donc dans les recherches descriptives, et un groupe d'enseignants qui continuent l'enseignement usuel. Et qu'est-ce que ce type de recherche-là nous a montré? C'est que les enseignants qui mettent en place l'enseignement explicite, les pratiques qui avaient été identifiées au premier palier, amènent leurs élèves à un niveau de performance nettement plus élevé que ceux qui ne le font pas. Donc, recherche de deuxième palier. Et ensuite de ça, finalement, on est capable d'avoir des recherches de troisième palier, c'est-à-dire des études à grande échelle, des méta-analyses et des méga-analyses. J'ai moi-même réalisé le tout dans le cadre de ma propre thèse de doctorat. Donc, et si vous voulez retrouver l'étude, allez sur Google, indiquez Steve Bissonnette, RRAA, et vous serez en mesure de télécharger gratuitement l'étude dans son ensemble. Donc, elle a été publiée dans la revue de recherche appliquée sur l'apprentissage. J'ai tenté avec mes collègues de répondre à la question suivante. Quelles sont les stratégies d'enseignement efficaces qui favorisent les apprentissages fondamentaux auprès des élèves en difficulté? Quand je parle d'apprentissages fondamentaux, je parle de lecture, écriture, mathématiques. Et quand je parle d'élèves en difficulté, je parle de deux catégories d'élèves. Ce qu'on appelle des learning disabilities, donc c'est des élèves qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage, et ce qu'on appelle des low achievers, c'est-à-dire c'est des élèves qui sont à risque d'échec. Ce sont des élèves généralement qui proviennent de milieux défavorisés. Donc, quand on entre ces différents paramètres-là à l'intérieur des banques de recherche scientifique, j'ai été capable de répertorier 11 méta-analyses. Vous devez vous rappeler qu'une méga-analyse, c'est une synthèse de méta-analyse. Les méta-analyses sont des synthèses de recherche de niveau 2 et de niveau 3. Donc, j'ai été capable de repérer 11 méta-analyses qui ont été faites soit en lecture, soit en écriture, soit en mathématiques, soit auprès d'élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou de ceux qui sont à risque d'échec. Ça représentait 362 recherches publiées en 1963 et 2006 qui impliquaient environ 30 000 élèves. Et quand on regarde, quand on dépouille ces différentes méta-analyses-là en essayant de savoir quelles sont les meilleures méthodes d'enseignement pour des élèves vulnérables,
en lecture, en écriture et en mathématiques. La méthode dont les effets sont les plus élevés et de loin, c'est d'abord et avant tout l'enseignement explicite. Et la deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle l'enseignement réciproque. On pourrait l'appeler enseignement mutuel. Par exemple, j'enseigne une stratégie de compréhension en lecture, je le fais devant les élèves et ensuite je place les élèves en binôme et les élèves doivent se réenseigner à tour de rôle la stratégie que monsieur ou madame ont montrée au préalable. C'est pour ça qu'on l'appelle l'enseignement réciproque. On pourrait l'appeler enseignement mutuel. C'est, je te le montre, je le fais devant toi, mais avant de te proposer de faire les choses seul par toi-même, je veux vérifier la qualité de ta compréhension. Donc, je vous place en équipe, vous réenseignez la même chose que ce que je viens de montrer, et pendant ce temps-là, moi, je circule, je vérifie qui comprend pas, et je fournis naturellement de l'aide à ceux qui en ont besoin. Alors, bref, l'enseignement explicite est efficace. Puis ce qui est important de savoir, c'est pas seulement dans les matières de base. Là. C'est un enseignement qui a été essayé dans à peu près toutes les disciplines qui existent, autant au primaire, au secondaire et même avec des adultes. On a donc une base de connaissances extrêmement importante en ce qui concerne l'efficacité de cette méthode-là. Nous, actuellement, on l'implante au Maroc pour leur réforme scolaire et on a autant de succès dans un contexte qui est quand même très différent de celui du Québec que ce qui s'est fait dans d'autres recherches. Alors, pourquoi l'enseignement explicite est efficace? Comment on peut expliquer l'efficacité de cette méthode d'enseignement-là? D'abord, les travaux de David Gary, qui enseigne au Missouri, aux États-Unis, nous a appris ceci. Ce que l'on apprend à l'école n'est pas du même type que ce que l'on apprend à l'extérieur de l'école. Ce que l'on apprend à l'extérieur de l'école, ce sont, selon le chercheur, des habiletés cognitives primaires qui s'apprennent par soi-même et en découverte. Exemple de ça, apprendre à parler. Aucun parent n'a enseigné à son enfant, écoute-moi bien là, quand on parle, sujet, verbe, complément, et on place ça au bon temps. Non, l'enfant a appris à parler en parlant comme il a appris à marcher en marchant. Donc, ce sont des habiletés cognitives primaires. Mais tu n'apprends pas à lire en lisant. Tu n'apprends pas à écrire en écrivant et tu n'apprends pas à compter en comptant. Pourquoi? Le chercheur nous dit, ce ne sont pas des habiletés cognitives primaires, ce sont des habiletés cognitives secondaires dont le niveau de complexité est beaucoup trop élevé pour que tu sois capable de l'apprendre par toi-même. C'est la raison pour laquelle on a créé des endroits qui s'appellent une école avec des gens qui s'appellent des enseignants pour qu'on puisse te l'enseigner. Et la preuve que cette hypothèse-là, elle est tout à fait valable, il y a des endroits sur le globe où malheureusement les enfants ne peuvent pas aller à l'école, il n'y en a pas. On ne peut pas y aller, il n'y en a pas. Tous ces enfants-là apprennent à parler, aucun problème. Aucun de ceux-là apprend à lire et encore moins à faire de l'algèbre en mathématiques. Pourquoi? Ça ne s'apprend pas par la prière et l'œuvre du Saint-Esprit. Ça s'apprend par enseignement. Donc, l'enseignement explicite, son succès, il est expliqué parce qu'on s'assure d'enseigner aux élèves les habiletés cognitives secondaires. On n'enseigne pas à lire comme l'apprentissage de la parole. Donc, les approches pédagogiques, par exemple, n'enseignent pas systématiquement le code écrit. Ce sont les pires méthodes pour favoriser l'apprentissage de la lecture. Toutes les méthodes globales qui ont été utilisées pendant des lunes se basaient sur le principe que l'enfant va apprendre à globaliser les mots de façon naturelle, comme il apprend à parler naturellement. L'inefficacité de ça a été montrée depuis au-delà de 100 ans. Donc, on compare des pommes et des oranges. C'est la raison pour laquelle les approches qui sont plutôt orientées sur l'apprentissage naturel ou les habiletés cognitives primaires sont inefficaces en milieu scolaire, particulièrement pour les élèves en difficulté. Et l'autre théorie qui explique les succès de l'enseignement explicite, c'est tous les travaux qui ont été menés particulièrement par André Tricot, qui est en France, et John Sweller en Australie, sur ce qu'on appelle la théorie de la charge cognitive. Si on présente aux élèves trop d'informations en même temps, on surcharge leur mémoire de travail. Donc, si on place trop rapidement l'élève dans un contexte de complexité, en pensant que la simplicité va s'apprendre, c'est de placer l'élève dans un contexte où il y a trop d'informations à traiter en même temps. On surcharge la mémoire de travail et à ce moment-là, l'apprentissage ne devient pas possible. Donc,
est-ce qu'on doit toujours utiliser l'enseignement explicite? Évidemment que non. On doit éviter de tomber dans des dogmes. Mais si je veux être en mesure d'identifier quel est le type de pédagogie qui est le plus approprié à ma classe, on devrait choisir le niveau de guidance nécessaire entre un enseignement très explicite et des approches par découverte en fonction de 4 éléments. Qui est devant moi? Quel est le niveau de compétence des élèves qui sont devant moi? Est-ce que les élèves sont en difficulté? Est-ce que les élèves sont performants? Quel est leur niveau de compétence? Si je fais face à un groupe d'élèves où le niveau de compétence est peu élevé, vous comprendrez que c'est préférable de commencer par un enseignement plus explicite. Mais si je fais face à un groupe d'élèves performants, est-ce que je dois toujours faire un modelage, une pratique guidée puis une pratique autonome? Évidemment que non. Donc, premier élément considéré. Deuxième élément, est-ce que la tâche que je leur demande de réaliser, est-ce qu'elle est nouvelle et complexe ou bien elle est connue et simple? Si je me retrouve devant une tâche et que, j'ai d'abord beaucoup d'élèves en difficulté et ce que je leur présente est totalement nouveau et complexe, vous comprendrez que c'est préférable de commencer par un enseignement qui est plus explicite. Par contre, si c'est quelque chose qui est déjà connu, est-ce que c'est nécessaire de faire toute la démarche? Pas du tout. Troisième élément, le temps dont je dispose. Parce que même en découverte, c'est plus long faire apprendre quelque chose que si je l'enseigne. Donc, de combien de temps je dispose? Et le dernier élément, est-ce que ce que j'enseigne est une idée maîtresse de mon programme d'études ou est-ce que c'est plutôt une idée secondaire? Par exemple, en mathématiques, les 4 opérations de base, ce sont des idées maîtresses d'un programme. Donc, ces 4 opérations-là doivent être enseignées de façon explicite auprès des élèves. Donc, quelle approche choisir? Des chercheurs en Australie sont arrivés exactement aux mêmes conclusions. Les théories de la charge cognitive ne préconisent pas l'utilisation constante de tous les aspects de l'enseignement explicite. En effet, ils reconnaissent la nécessité de donner aux apprenants la possibilité de travailler en groupe, de résoudre des problèmes de manière autonome, mais affirment que cela doit être utilisé comme un moyen de mettre en pratique le contenu et les compétences nouvellement appris et non de découvrir des informations par eux-mêmes. Dans le même rapport, Martin préconise un modèle d'enseignement qui est explicitement conçu autour de la théorie de la charge cognitive et des contraintes de la mémoire de travail. Toutefois, il suggère que des approches moins structurées peuvent également constituer une méthode pédagogique efficace pour les étudiants qui se situent plus loin sur le continuum novice-expert. Donc, quand on fait face à un groupe d'élèves performants, évidemment qu'on peut utiliser davantage des approches de type découverte ou moins structuré. Si cet enseignement est conçu en tenant compte des contraintes de la mémoire de travail. Alors, je vais passer la parole à ma collègue Marie qui va vous expliquer plus dans le détail ce que c'est que l'enseignement explicite. C'est important d'être aussi attentif avec cette chère dame que vous l'avez été avec moi. Merci Steve. Vous voyez que Steve fait de la gestion de classe préventive. Alors après qu'il nous ait bien expliqué le pourquoi finalement c'est important d'utiliser l'enseignement explicite et qu'il nous ait aussi montré un petit peu dans quelle situation on va en avoir besoin avec nos élèves, on va maintenant ensemble faire une petite initiation sur le comment je peux mettre en place cette pédagogie dans ma classe. Alors avant ça, on va passer en revue quelques petites définitions de cette approche-là qui sont complémentaires. Alors Ati nous dit qu'il utilise les termes visible teaching et visible learning pour montrer que à la fois donc dans un enseignement explicite, je vais devoir montrer des choses, les rendre visibles pour mes élèves, mais je vais aussi avoir besoin de rendre visible ce qui se passe ici, dans la tête de mes élèves. Donc ça va vraiment être un mouvement dans les deux sens. Je vais leur montrer des choses, mais j'ai besoin aussi d'avoir des indicateurs de leur compréhension. Deuxième définition, quand on va utiliser la démarche de l'enseignement explicite, on va, comme le nom l'indique, essayer d'expliciter une série de choses. Les objectifs de la leçon, les étapes par lesquelles passer pour réaliser des tâches, les démarches, etc., considérant que l'implicite peut être néfaste à l'apprentissage des élèves et en particulier de ceux en difficulté qui ont du mal à décoder
une certaine forme d'implicite dans nos classes. Troisième définition qui nous apporte quelque chose de vraiment important. Selon Gunn et ses collègues, l'enseignement explicite est une combinaison de comportements d'enseignement conçus pour promouvoir l'apprentissage des élèves. Une combinaison de comportements. On va voir ensemble qu'il y a toute une série de gestes professionnels concrets qui s'apprennent et qui se développent, notamment via la formation initiale et continue des enseignants. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on est rassemblés entre de futurs enseignants, dont c'est le cours de Méthodo, et également des collègues que je suis ravie d'accompagner dans le cadre de certaines écoles, et je suis très contente de vous voir ici ce soir. Alors, il est également nommé de la sorte parce que c'est une approche d'enseignement sans ambiguïté et directe, caractérisée par une série de soutiens ou d'étayages. Et donc, vous allez voir que dans cette méthode, on accompagne beaucoup les élèves et on retire l'aide au fur et à mesure, mais l'aide au début est assez forte. Nos collègues québécois ont conceptualisé ce modèle-là sous la forme de ce qu'on appelle le modèle PIC. PIC pour planification, interaction et consolidation. Ici, avec le temps dont on dispose ce soir, on va surtout vous parler de l'interaction. À quoi ça ressemble finalement une leçon d'enseignement explicite concrètement dans une classe, mais on attire votre attention sur le fait que ça nécessite en amont une planification rigoureuse. Par exemple, on va vous parler du modelage, vous expliquer ce qu'est le modelage, et vous comprendrez assez rapidement qu'un bon modelage ne s'improvise pas. Il faut le préparer, le planifier, le penser, pour que ce soit clair pour les élèves et qu'on évite de s'embrouiller dans nos explications. Et enfin, les enseignants ici le savent bien, j'ai beau faire la plus belle leçon du monde en enseignement explicite, par exemple, si je ne prévois pas ma phase de consolidation avec des révisions, des exercices, pour que les élèves puissent se pratiquer, réviser régulièrement les apprentissages, eh bien, je bâtis sur du sable et ils vont probablement tout avoir oublié après le congé de Noël. Donc, c'est fort important également de planifier la consolidation. Et dans les ouvrages qu'on vous a référencés en début de conférence, vous trouvez aussi des pistes sur les activités de révision, de consolidation qu'on n'a pas le temps de développer ce soir. Alors, focus donc sur l'interaction avec 5 grandes étapes à mener pour faire une leçon d'enseignement explicite. Je vous l'annonce tout de suite, on ne sait pas forcément faire ça en 50 minutes. Ça va être souvent plus long et on va avoir besoin de plusieurs périodes pour faire une leçon d'enseignement explicite. Je vous l'annonce aussi tout de suite, l'enseignement explicite, et j'espère que c'est ce que vous retiendrez entre autres de notre intervention, ça n'est pas l'enseignement magistral, ça n'est pas un retour à une forme d'enseignement qu'on dit de l'ancien temps et qu'on n'arrive même pas trop à dater, ça n'est pas l'enseignement traditionnel non plus, c'est vraiment quelque chose où l'élève va aussi être actif. Donc retenez déjà bien ça avant la suite de la présentation. Donc les 5 étapes qu'on va voir ensemble, l'ouverture de la leçon, le modelage, la pratique guidée, la pratique autonome et la clôture de la leçon. Ouverture de la leçon, ça sert à obtenir l'attention des élèves afin qu'ils soient en mesure de comprendre les objectifs de la leçon, et ça sert aussi à rappeler les connaissances nécessaires au nouvel apprentissage. Ça a l'air idiot, mais présenter l'objectif en début de leçon, c'est vraiment fondamental. On a des recherches, par exemple, qui ont montré qu'à la fin de la journée, si vous interrogez, par exemple, des petits loulous de maternelle après une activité où ils ont dû découper des formes pour les classer, si vous leur demandez ce qu'ils ont appris aujourd'hui, ils ne vont pas vous parler des formes, ils vont vous parler du découpage, parce que c'est ça qui les aura marqués, et parce qu'il n'y aura pas eu un temps d'explicitation, même avec des petits, on peut le faire, ça se travaille, nous on le fait dans des écoles, de travailler sur l'objectif, à quoi ça sert, pourquoi on fait ça.
Et donc, comment on va faire ça? Avant tout, stratégie numéro 1, on l'a fait tout à l'heure avant la conférence, on a essayé de capter l'attention de notre public, en vous montrant qu'on allait commencer, en essayant d'avoir un contact visuel. Ça a l'air idiot, mais il y a des recherches qui montrent que dans certaines classes, l'enseignant commence sa leçon avant même d'avoir capté cette attention des élèves. Donc, stratégie numéro 1, par un petit signe, verbal ou non verbal, convenu avec ma classe, je vais capter leur attention. Je vais ensuite, comme je vous l'ai dit, leur présenter l'objectif. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais aussi leur expliquer à quoi ça sert, le pourquoi de la leçon. Donc, je vais leur justifier l'objectif. Par exemple, si ma leçon, c'est sur la multiplication écrite, je vais expliquer aux enfants à quoi ça va leur servir d'être capables de faire des multiplications écrites. Donc, je vais leur donner différentes situations où ils se rendent compte que ça va être utile pour eux. Et alors, fort important, et vous allez voir que ce geste professionnel-là, il traverse les différentes étapes de l'enseignement explicite, je vais vérifier leur compréhension de manière spécifique et pas de manière stéréotypée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Imaginons que maintenant je m'arrête et que je vous demande « Ça va? Vous avez compris? Ok ?» Là, vous allez dire « Oui, oui, oui. » Mais j'aurai aucune information. Souvenez-vous de ce que j'ai dit de Hattie tantôt, d'avoir des informations sur ce qui se passe dans la tête de nos élèves. J'aurai aucune information sur ce qui se passe dans votre tête. Par contre, si je m'arrête et je dis « Tiens, je choisis un de mes étudiants et je demande de réexpliquer la taxonomie d'Ellis and Fouts que Steve a présenté tantôt », là, mon étudiant, il va être obligé de produire quelque chose et moi, je vais avoir une réelle information sur ce qu'il a compris ou pas compris. Et donc ça, ce geste-là, de s'arrêter régulièrement, il est ultra important en enseignement explicite. Et c'est là que vous voyez qu'on est déjà, j'ai même pas encore vraiment beaucoup avancé dans ma partie, on est déjà loin d'un enseignement qui serait soi-disant traditionnel ou magistral, parce que constamment, je vais m'arrêter et vérifier la compréhension de mes étudiants. Les recherches dont Steve vous a parlé tantôt, où on a pris le temps d'aller s'asseoir dans des classes, montrent que les enseignants les plus efficaces s'arrêtent toutes les 2 à 3 minutes pour faire ça. Donc ce n'est pas une théorie, c'est vraiment quelque chose qu'on a observé. Et donc c'est vraiment hyper important de s'arrêter et de vérifier la compréhension dès la présentation des objectifs. Pendant cette ouverture de la leçon, je vais aussi vérifier réellement les connaissances préalables de mes élèves, donc les prérequis. Je ne vais pas juste demander aux élèves « Ça va, vous vous souvenez de ce qu'on a vu hier sur les additions? On peut passer à la suite ?» Je vais leur poser des questions précises ou leur faire un petit test formatif. Je circule et je vérifie que tous mes élèves sont prêts pour la nouvelle leçon. Sinon, je vais bâtir ma nouvelle leçon sur du sable. Et ce que je vais faire à ce moment-là, tout comme j'ai été très précise au niveau des gestes professionnels sur la vérification de la compréhension, je vais aussi être très précise au niveau des feedbacks, des rétroactions que je donne à mes élèves. Par exemple, je vais essayer de ne pas juste leur dire « Super, très bien, tu as réussi ». Parce que c'est ce qu'on appelle un feedback stéréotypé. Si je dis juste ça à mon élève, il ne sait pas pourquoi il a réussi. Il ne peut pas attribuer sa réussite à ses stratégies et à ses efforts. Il faut lui expliquer pourquoi il a réussi ou pourquoi il a échoué. C'est ce qu'on appelle un feedback spécifique qui porte sur le processus et pas juste sur la réussite ou non d'une tâche. Et ça, c'est fort important pour faire un lien avec ce que Steve disait tantôt, pour la motivation, de savoir que j'ai réussi parce que j'ai utilisé les stratégies que monsieur ou madame m'a montrées et que j'ai fait des efforts pour réussir.
c'est beaucoup plus important que de savoir que, voilà, j'ai réussi. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis douée? Et à l'inverse, quand on échoue, c'est pareil. Ah, j'ai raté à mon test de maths parce que j'ai toujours été nulle en maths et mon père, il a toujours été nul en maths aussi. Si l'enseignant dit juste à l'élève qu'il a raté son interro ou qu'il a 4 sur 10 sans aucun feedback plus qualitatif, on entretient ce genre de raisonnement, ce genre de conception qu'on appelle statique de l'intelligence, où les élèves pensent qu'ils ne sont pas doués, par exemple, dans une matière, alors qu'on devrait plutôt leur montrer, via ce qu'on appelle des feedbacks spécifiques, les raisons pour lesquelles ils ont échoué ou réussi une tâche. Et bien sûr, à cette étape-là, vous voyez que je suis toujours à ma première étape. Si ça ne va pas, je réenseigne. Et c'est là que ça me prend aussi un petit peu de temps. Mais sinon, je construis sur du sable. Donc après avoir bien vérifié les connaissances préalables de mes élèves, si besoin, je réenseigne. Deuxième étape, le modelage. Alors cette étape, elle est souvent mal comprise, souvent assimilée à ce qu'on appelait tout à l'heure l'enseignement dit magistral, alors que je trouve que c'est tout de même assez plus subtil que ça en a l'air. Alors lors de cette étape, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réaliser la tâche devant les élèves en mettant ce qu'on appelle un haut-parleur sur ma pensée. Donc imaginons que je veux enseigner à mes élèves l'inférence en lecture. Donc l'inférence, c'est d'être capable de décoder une information qui n'est pas explicitement écrite dans le texte. Ça se travaille dès la maternelle. Par exemple, si je lis un album aux petits loulous de maternelle et que je leur dis « Tiens, maman sort dehors, elle ouvre son parapluie, quel temps fait-il ?» L'enfant doit me répondre « Il pleut ». Ce n'est pas écrit « Il pleut » dans le texte. C'est ce qu'on appelle une inférence. L'enfant a produit une information qui n'est pas explicitement écrite dans le texte. Et ça s'enseigne surtout explicitement. Comme disait Steve tantôt, on ne peut pas apprendre ce genre de choses par la découverte de manière naturelle. On a besoin qu'un enseignant nous le montre. Et donc, revenons à mon modelage. Comment je peux faire ça? Eh bien, je vais prendre un texte que je vais projeter au tableau et je vais le lire devant les élèves en produisant moi-même des inférences. Donc, par exemple, s'il est écrit « Elle m'a demandé de prendre mon bain », je vais entourer le « elle » et je vais me poser des questions. Tiens, qui est ce « elle » ? Qui demande généralement à quelqu'un de prendre un bain? Ah tiens, ça pourrait être la maman d'un enfant, mais je ne suis pas sûre. Donc, je vais continuer ma lecture pour essayer de découvrir qui est ce fameux « elle ». Et donc, je fais la tâche à haute voix devant les enfants, en verbalisant les étapes par lesquelles je passe et en me posant des questions et vraiment en partageant finalement, c'est ça qui est assez intéressant, en partageant mon raisonnement avec eux. Parfois, on me demande, tiens, mais est-ce qu'en faisant ça, je ne suis pas en train de leur imposer une unique manière de faire? Moi, je dis non. Vos élèves, la plupart des élèves n'ont sans doute pas appris à réaliser cette tâche, donc ils ne sont pas forcément capables de produire une solution. Vous allez leur partager une manière de faire parce que c'est l'ensemble des élèves que l'on veut voir réussir. Ensuite de ça, on va faire la pratique guidée parce que souvent on pense que le modelage est l'étape la plus importante de l'enseignement explicite, mais en fait pas du tout. L'étape la plus importante, c'est la pratique guidée. C'est le moment où mes élèves vont pratiquer ensemble et avec mon aide, avec ma supervision active, ils vont réaliser des tâches similaires à celles que je viens de leur montrer durant le modelage. Et pour faire ça, il y a plusieurs manières de faire. Je vais vous en présenter 2, mais le grand principe, c'est ça, c'est que mon élève, il n'est pas encore seul en train de pratiquer. Ça, c'est ce qu'on va appeler la pratique autonome tout à l'heure. Ils sont plusieurs et je les aide activement.
La première façon de faire, qui est la plus simple, que j'appelle souvent la pratique guidée collective. Imaginons ici que je vous aurais montré comment faire une inférence, ou changeons un petit peu d'exemple, imaginons que je vous aurais montré étape par étape comment résoudre un calcul écrit au tableau. Eh bien, ce que je pourrais faire, c'est de choisir au hasard l'un d'entre vous et de lui demander de venir me refaire un calcul écrit au tableau, d'en faire un autre, un nouveau, ou, dans mon premier exemple, choisir quelqu'un au hasard et dans le même texte qu'on continue à lire, lui demander de me produire à son tour une inférence. Alors, choisir au hasard, c'est un autre geste professionnel important en enseignement explicite, mais qui se prépare, parce que peut-être que là, vous êtes en train de vous dire « Ouh là là, choisir au hasard, ça semble cruel », mais en fait, pas du tout. On va préparer nos élèves en leur expliquant que justement, dans la classe de monsieur ou madame, madame va choisir régulièrement, elle va s'arrêter et elle va choisir, dans un petit pot par exemple, avec les prénoms des élèves, elle va choisir qui doit répondre à sa question. Pourquoi elle fait ça ? Parce que si elle ne fait pas ça, madame, eh bien, très souvent, ça va être les mêmes qui répondent et ça risque de me rassurer avec peut-être mes bons élèves ici qui répondent tout le temps à mes questions. Ça va m'auto-conforter dans mon enseignement, mais en fait, ce sont juste mes premiers de classe qui répondent tout le temps. Tandis que si je mets en place le petit système au hasard, mais je l'explique bien à mes élèves que c'est pour permettre à tout le monde de participer et pas juste aux plus forts ou à ceux qui veulent tout le temps participer, eh bien là, c'est beaucoup plus équitable. Et en plus de ça, je leur inculque aussi qu'ils ont le droit de se tromper. Parce que je vous pioche peut-être, mais si tu ne sais pas répondre, c'est pas grave. On va demander à un copain, puis tu réexpliqueras. Et si en plus de ça, le copain, il ne sait pas non plus, ça veut dire qu'en fait, c'est moi qui dois réenseigner. Donc vous voyez que ce petit geste-là, il a l'air anodin, mais il permet de travailler toutes sortes de choses avec les élèves, y compris pour leur apprendre à participer en classe et à recevoir tous un feedback. Donc c'est beaucoup plus équitable que juste aller interroger mes élèves au premier rang. Et on l'a instauré dans beaucoup de classes, et particulièrement chez les petits. En fait, finalement, les enfants adorent. Ils n'attendent que ça, finalement, d'être tirés au sort. Donc si vous ne me croyez pas, essayez-le, puis vous verrez. Deuxième modalité, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, par contre, je vais un peu vite. Bien sûr, une fois que j'ai choisi mes élèves au hasard, je vais leur donner du feedback et de l'aide si nécessaire. Je suis toujours là en soutien. Deuxième modalité possible, et on peut combiner les deux modalités en pratique guidée, c'est ce que Steve vous a présenté brièvement tantôt, c'est l'enseignement réciproque. On a des recherches qui montrent que l'enseignement réciproque, justement, à cette étape-là de l'enseignement explicite, c'est assez intéressant et efficace. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire ? Toujours avec mon histoire de calcul écrit, par exemple, je vais mettre mes élèves par deux, leur donner une feuille avec 2 calculs écrits dessus, et l'élève A va réaliser la multiplication A devant son copain, mais en verbalisant ses étapes, ses stratégies. Souvenez-vous, il va faire finalement le mini-prof de l'autre. On ne l'a pas encore dit, mais vous voyez que depuis tantôt, avec le modelage, puis la pratique guidée, il y a beaucoup de métacognition dans cette approche-là. Donc là, c'est l'élève A qui refait la démarche et qui l'explicite à son copain. Et puis on change. L'élève B va faire le calcul B devant son copain en verbalisant ses démarches. Et ils peuvent aussi s'aider l'un l'autre. Et pendant ce temps, je circule dans la classe activement et je vais voir un petit peu, vérifier la compréhension, donner des feedbacks, donner de l'aide à mes élèves. Et ça aussi, on l'a testé dans plusieurs classes, même chez les petits. Bien sûr, il faut le faire plusieurs fois et leur enseigner aussi explicitement les comportements attendus lors de cette activité. Mais on peut faire ça de la première primaire jusqu'au secondaire pour entraîner cette métacognition chez nos élèves et leur faire se réexpliquer les choses. Et donc,
C'est là que j'espère que vous voyez bien que c'est loin de la caricature qu'on peut en faire sur tout ce qui est enseignement magistral, enseignement traditionnel. On a finalement une sorte de discussion intense entre les élèves et le prof lors de cette pratique guidée, avec le prof qui circule pour vérifier la compréhension, donner des feedbacks spécifiques, comme j'ai expliqué tantôt, et fournir de l'aide. Une fois qu'il aura fait tout ça, alors idéalement, la recherche nous montre que pour passer à l'étape suivante, qui est le fait de réaliser des exercices seuls, il faut normalement, si j'applique le modèle de l'enseignement explicite à la lettre, il faut normalement que mon élève, avant de passer en pratique autonome, il obtienne au moins 80% de réussite à un petit test formatif. Donc normalement, à la fin de cette étape-ci, pratique guidée, je fais passer un petit test formatif qui n'est pas forcément très long à mes élèves, qu'ils réalisent de manière individuelle, et ceux qui ont 80% vont passer en pratique autonome. Vous me voyez peut-être tout doucement venir, c'est que le modèle il est un peu plus souple, ou en tout cas plus subtil qu'il en a l'air, et que mes élèves, à un certain stade, ils vont peut-être pas être tous à la même étape. Mais j'y reviendrai. Donc à ce stade, retenez que pratique guidée, à la fin, petit test formatif, et je vérifie où en sont mes élèves. Si je n'ai pas le temps de faire ce petit test formatif, à minima, le fait d'avoir circulé dans la classe pendant la pratique guidée me permet de savoir pour qui ça roule et qui je peux envoyer en pratique autonome a priori, et pour qui c'est plus compliqué, et ils vont avoir besoin de plus de pratiques guidées, ils vont peut-être même avoir besoin de plus de modelage. Donc vous voyez qu'en fonction des besoins de mes élèves, je vais peut-être retourner en arrière. J'y reviens un peu plus tard dans la présentation. Pratique autonome, comme son nom l'indique, l'élève va pratiquer de manière autonome ce qu'il aura appris lors des étapes précédentes. Ça vise à fournir aux élèves suffisamment de pratiques pour leur permettre d'intégrer les nouvelles connaissances ou compétences avec leurs connaissances ou compétences préalables, ainsi que de mettre en œuvre la compétence de manière automatique. Dans ce modèle-là, il y a énormément de pratiques. Alors, ce n'est pas forcément du drill bête et méchant, comme c'est parfois caricaturé, mais on en a besoin. Les recherches en psychologie cognitive dont Steve vous a parlé tantôt, elles montrent l'importance de la pratique. On doit s'exercer, s'entraîner, faire des exercices pour parvenir à un nouvel apprentissage. Et donc là, je vais toujours être présente pour accompagner mes élèves, mais progressivement, je vais retirer mon aide, parce que le but, c'est de voir si mon élève il est capable de faire tout seul les tâches qu'on pratique ensemble depuis un certain temps. Je vais continuer de vérifier la compréhension, de donner des feedbacks et de l'aide aux élèves, mais je vais espacer cette vérification de la compréhension, ces feedbacks et ces aides. Il y a dans les ouvrages, par exemple, de nos collègues québécois, un repère est de dire qu'on va, tous les 2 ou 3 problèmes, donner un feedback, alors qu'en pratique guidée, on en donnait à chaque problème. Et ici, ça semble beaucoup, mais c'est ce qui a été montré dans certaines recherches. On vise ici un taux de succès de 90 à 95% de réussite pour une tâche, un peu comme dans la pédagogie de la maîtrise de Bloom, dont on a parlé en début de conférence, où via des aides adaptées et des exercices, on vise un haut degré de succès pour nos élèves. Dernière étape, la clôture de la leçon. Comme son nom l'indique, je vais clôturer la leçon, mais c'est une espèce d'activité métacognitive qui vise à permettre aux élèves de prendre du recul sur ce qu'ils ont appris, de poursuivre la pratique, on fait encore des exercices à cette étape-ci, et de percevoir le lien entre cette leçon-ci et la prochaine. Et donc je vais de nouveau vérifier la compréhension de mes élèves en organisant ce qu'on appelle l'objectivation des apprentissages. C'est une espèce de synthèse
où je vais demander à mes élèves, tiens, qu'a-t-on appris aujourd'hui? Et je vais revenir avec eux sur les objectifs et bien voir avec eux et les faire verbaliser ce qu'on a appris aujourd'hui, pour éviter la petite anecdote dont je vous parlais tout à l'heure avec les élèves de maternelle qui disent « aujourd'hui on a appris à découper ». Ben non, c'était pas vraiment ça le but, c'était d'apprendre les formes. Et donc pour éviter cette dérive-là, je vais faire un retour sur l'objectif et ce qu'on a appris. Pire encore, si on ne le fait pas, il y a des recherches qui ont montré que quand on interroge les élèves à la fin de la journée, qu'as-tu appris aujourd'hui? Rien. Il y a des élèves qui répondent rien parce qu'il n'y a pas eu ce retour métacognitif, cette synthèse, ce retour sur les objectifs. Je vais de nouveau donner des feedbacks et aider les élèves, si besoin, à réaliser cette synthèse des apprentissages réalisés, qu'on va généralement consigner également par écrit. Et enfin, je vais leur introduire l'objectif de la prochaine leçon pour continuer d'être explicite, comme on disait au début, explicite également dans les liens qui unissent mes différentes leçons et dans la cohérence finalement de mon cours. Et donc on a vu ensemble que cette approche, elle était caractérisée par différents gestes professionnels précis. On en a vu certains ensemble. On n'a pas abordé la gestion de classe. Ce sera pour un prochain cours pour les étudiants qui suivent ce cours. Et pour les autres invités, vous pourrez voir ça dans les livres dont on vous a parlé. Et on en a certains qui traversent les étapes et qui sont particulièrement importants, dont on a parlé, tels que la vérification de la compréhension, le feedback ou encore l'étayage. Alors, ce que j'aime bien présenter avec cette approche, c'est qu'elle permet une forme de différenciation qui me semble beaucoup plus réaliste que certains discours que vous entendez souvent et qui ressemble plus presque à de l'individualisation où on devrait se soucier de chaque élève et de ses besoins dès le départ et à la limite individualiser notre enseignement. Ici, un peu comme dans le modèle RAI que Steve vous a montré, je vais d'abord offrir une même base à tous mes élèves et en fonction de leurs besoins, si besoin, je vais leur donner un service supplémentaire. De plus, vous avez sans doute perçu dans mon propos que la démarche est plus souple, plus fluide, plus subtile qu'elle n'en a l'air. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je peux faire les étapes dans n'importe quel sens et faire un espèce de milkshake avec tout, mais ça veut dire que, en fonction des besoins de mes élèves, je vais pouvoir retourner en arrière. Prenons quelques exemples concrets. Imaginons ici, je suis en pratique autonome et je me rends compte qu'il y a certains de mes élèves, en fait, ils n'y arrivent pas. Je les ai sans doute envoyés trop tôt en pratique autonome, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux récupérer ce petit groupe d'élèves-là en pratique guidée et me remettre avec eux et leur refaire des exercices de pratique guidée. Voire même, si ça va vraiment pas, je peux leur refaire un modelage. Je vais leur réexpliquer, leur refaire un exemple. Et vous avez vu que le modelage, finalement, c'est que quelques minutes, hein, c'est pas l'étape la plus longue, c'est quelques minutes où je vais remontrer, réexpliquer aux étudiants. Et ce modèle-là que je vous ai montré, c'est pas juste un joli petit dessin que j'ai réalisé dans ma thèse quand je m'ennuyais. On a montré qu'il était possible d'y former des profs à ce côté itératif finalement et pas juste linéaire de l'enseignement explicite. Voici 4 observations qu'on a réalisées auprès d'une enseignante qu'on a formée. La première observation, c'était avant de la former. Et on se rend compte que finalement, elle ne réalisait pas encore toutes les étapes de l'enseignement explicite que je vous ai montrées. La deuxième observation, c'était après la formation, on se rendait compte qu'elle faisait l'ouverture, le modelage, la pratique guidée et la pratique autonome. Donc, elle réalisait les étapes une fois dans l'ordre. Et vous voyez par contre que dès la 3e observation, ce qu'elle fait est beaucoup plus subtil, c'est-à-dire qu'en fonction des besoins des élèves, elle va recourir différentes fois, par exemple ici, à différents petits modelages, ou encore différentes fois, par exemple ici, à différentes pratiques guidées. Donc ce modèle que je vous ai montré
il y a quelques instants, qui était déjà mis en évidence par Rosenschein en 86, qui est le premier chercheur qui a conceptualisé l'enseignement explicite. Il nous disait déjà à ce moment-là qu'on pouvait faire des allers-retours entre les étapes en fonction des besoins des élèves. Voici ici une recherche, par exemple, qui montre qu'il est également possible, en Belgique, d'y former les enseignants, et que donc c'est une approche qui vit aussi dans les classes et qui s'adapte aux besoins des élèves. Dernière petite partie de cette conférence, on a souhaité avec Steve vous parler un peu de l'auto-observation et de l'analyse réflexive pour clôturer cette conférence et pour, après tout ce qu'on vous a montré, mettre en évidence l'importance de s'observer et de porter un regard réflexif sur sa pratique. Alors pourquoi on a rajouté cette partie sur l'observation dans cette conférence? Parce que ce que Steve vous a montré tantôt, en fait, c'est que les recherches sur l'enseignement efficace et les écoles efficaces, elles nous montrent que les actions de l'enseignant ont un impact fondamental sur l'apprentissage des élèves. Et donc ces actions, on peut essayer de les décoder, de les observer pour essayer de les améliorer. Mais, vous le savez mieux que moi, on n'est pas toujours conscient des actions qu'on met en place dans sa classe, pour différentes raisons. Premièrement, on est un peu multitâche. On fait toutes sortes de choses. On fait le journal de classe pendant qu'on gère un élève absent, un élève perturbateur. On distribue les feuilles. Bref, on fait toutes sortes de choses. Dans une recherche, ici, on a montré qu'en moyenne, 12 gestes professionnels différents étaient posés par une enseignante par minute de cours. Donc, elle faisait 12 choses différentes par minute. Donc, on est constamment en train de faire toutes sortes de choses. Donc, difficile, finalement, de prendre du recul sur ces actions. Et finalement, c'est un phénomène humain. Il y a un écart entre ce que je pense que je fais dans ma classe et ce que je fais réellement. Alors, il y a aussi un écart, malheureusement, entre ce que la société pense qu'on fait dans notre classe, mais ça, c'est une autre histoire, j'en parle pas dans la conférence. Mais en tout cas, il y a un écart entre ce que je pense faire et ce que je fais réellement, d'où l'intérêt de l'observation et de la pratique réflexive. Et enfin, pourquoi s'observer ou se faire observer par des collègues, par un formateur, de manière constructive? Eh bien, on a montré aussi, dans une synthèse de recherche réalisée par nos collègues québécois, on a montré que l'observation et le coaching en salle de classe, c'est l'une des activités de formation les plus efficaces pour nous améliorer. Contrairement à des journées de formation fragmentées où on s'inscrit par exemple 2 jours à une formation dans un catalogue et puis après on retourne dans notre classe, on ferme la porte et puis on fait tout de même ce qu'on veut. Eh bien, les formations avec un accompagnement sur le terrain et de l'observation vont être beaucoup plus efficaces sur la modification des pratiques des enseignants et, in fine, parce que c'est toujours ça qu'on regarde à la fin, sur les apprentissages des élèves. Alors, c'est bien beau tout ce que je suis en train de vous raconter sur l'observation et la pratique réflexive, mais comment on fait et comment on fait pour faire ça à l'aune finalement de tout ce que Steve et moi, on a essayé de vous montrer ce soir. Dans l'ouvrage qu'on vous a montré tout à l'heure, on propose différents outils qui permettent à un enseignant d'analyser sa pratique à l'aune des modèles sur l'enseignement efficace. Sans entrer dans les détails, par exemple, cet outil-ci, il propose 12 questions aux enseignants, que les enseignants peuvent se poser pour prendre du recul par rapport à leur pratique. Il y a plusieurs questions qui vont leur permettre de décrire objectivement leur pratique, parce que c'est un préalable. Si je ne suis pas déjà capable de décrire ce que je fais, je vais avoir du mal à aller plus loin dans ma réflexion. Il y a des questions qui permettent aussi de prendre du recul
d'analyser, d'évaluer ma pratique. Est-ce qu'elle correspond, par exemple, à ce que la recherche, à ce que les données probantes me disent sur les stratégies les plus efficaces? Et enfin, il y a des questions. On ne réfléchit pas dans le vague pour rien, sans aucun objectif, mais pour s'améliorer. Et il y a des questions qui vont me permettre de proposer des alternatives à ma pratique. Alors, ce qui est important, c'est de recourir à ces différents types de questions de manière équilibrée, parce que comme je vous disais tantôt, si je ne suis pas capable, en préambule, de décrire objectivement ma pratique, ça va être compliqué de mettre en place la suite du processus. Et en plus de ça, ces questions-là, je ne vais pas me les poser à vide. On a notre collègue Clermont-Gauthier, il y a quelques années, qui a écrit un excellent texte de quelques pages que je vous conseille. Il est aussi téléchargeable gratuitement sur Internet. Le titre est un peu énigmatique, je vous laisserai le lire. C'est l'analyse réflexive et la bavette de bœuf. Je vous laisserai découvrir pourquoi notre ami Clermont parle de cuisine. Mais le sens principal de ce texte est de mettre en garde contre une certaine forme de réflexivité qui tournerait à vide sans recours aux données probantes. Vous avez tous reçu une forme un peu d'injonction. Vous devez être des praticiens réflexifs. C'est dans les décrets qui régissent, par exemple, la formation initiale des enseignants. Mais c'est un concept un peu vague si on ne le fait pas reposer sur des données probantes. Et donc la proposition qui est faite dans ce texte et dans les autres outils que je vous ai montrés, c'est de porter un regard réflexif sur sa pratique à partir des stratégies fondées sur des données probantes, notamment celles que Steve et moi, on vous a montrées ce soir. Et donc, si je reprends mon petit schéma, mon petit bonhomme ici, il se pose ces différentes questions sur ses pratiques, pas à vide, pas de manière abstraite, sans recourir aux données probantes. Il va pouvoir le faire en s'inspirant, en réfléchissant sur la littérature scientifique, pas juste les opinions de monsieur ou madame, mais sur des recherches de niveau 2, 3, méta-analyse, méga-analyse, comme Steve vous a montré. Et donc, à la première étape, je vais essayer de m'observer objectivement à l'aide de grilles. À la deuxième étape, je vais essayer de prendre du recul sur mes pratiques à l'aide de la littérature. Et à la dernière étape, même chose, mes pistes d'amélioration, je ne vais pas les inventer de toutes pièces à partir de rien du tout. Je vais aussi me baser sur la littérature scientifique pour les formuler et essayer de choisir les stratégies les plus adaptées pour améliorer ma pratique. Dans l'ouvrage dont on vous a parlé tout à l'heure, vous trouverez notamment ces outils-là d'analyse réflexive et un ensemble de grilles d'observation qui permettent d'observer objectivement les différents gestes professionnels que j'ai abordés avec vous aujourd'hui. Par exemple, les différents feedbacks, les différentes manières de vérifier la compréhension, les différentes manières d'interroger les élèves, etc. Je ne vous répète pas le tout, je l'ai déjà fait, mais vous y trouvez une opérationnalisation de tous ces concepts-là pour vous observer ou observer des collègues ou pour les formateurs parmi nous pour observer des enseignants. On peut également utiliser ce genre d'outils avec des logiciels d'observation. Donc, par exemple, ici, sont des recherches qu'on mène à l'Université de Mons, où on a le formateur qui observe le futur enseignant avec une grille d'observation insérée dans un logiciel, et ça nous permet de relever les différents gestes professionnels. Par exemple, ici, on a relevé tous les feedbacks mis en œuvre par un enseignant dans sa classe, et on peut comme ça les revisionner avec lui. Bon, on n'est pas obligé de faire quelque chose d'aussi poussé et aussi technologique dans nos classes, mais ça vous donne une idée du champ des possibles. Et en tout cas, dans l'ouvrage dont on vous a parlé, on trouve aussi les grilles tout simplement en version papier-crayon, des espèces de checklists pour vérifier qu'on met en place les différents gestes professionnels, les différents ingrédients clés de l'enseignement explicite.
On arrive tout doucement à la fin de cette conférence. J'aimerais juste vous montrer, avant de prendre vos questions-réponses, le site internet que Christophe Bacot vous a présenté tout à l'heure, donc www.enseignementexplicite.be. Vous y trouvez toutes sortes de matériel téléchargeable, des petits guides, des vidéos. La vidéo de la conférence de ce soir y sera proposée également. Vous y trouvez aussi des informations sur les formations qu'on offre sur le terrain dans les écoles, qui respectent les principes évidemment qu'on a mentionnés aujourd'hui. Et vous y trouvez aussi des informations sur une autre formation qu'on organise, qui est un certificat d'université en enseignement explicite. C'est une formation qu'on propose à l'université de Mons. Et vous pouvez également suivre ce site sur les réseaux sociaux pour ceux que ça intéresse. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, puis on va répondre avec grand plaisir à vos questions.